Ça, toute la guerre, j'ai des souvenirs très très précis. Et ça a commencé quand je me souviens qu'on était, ma sœur et moi, dans la maison de Bougival. On était toutes les deux il y avait une très grande baignoire. On se prenait toutes les deux notre bain dans la baignoire. Et ma mère est rentrée et nous a dit, écoutez mes filles, je vais vous apprendre quelque chose de très grave. La guerre va commencer. Alors elle avait des souvenirs de la guerre de 14-18 évidemment. Et donc nous on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment on reste ici. Bon, d'accord. On avait l'impression que les Allemands allaient bombarder Paris immédiatement, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils sont arrivés manu militari, c'est tout. Mais bon. Après, alors pendant la guerre, c'était toute la jeunesse, moi j'avais 15 ans. Alors on est parti. Tout le monde est parti, des villes et tout ça, vous avez entendu parler de ça, l'exode. Alors moi personnellement, on n'était pas du tout militaire dans la famille, il n'y avait personne de militaire. Donc on n'était pas surtout deux filles, on n'avait pas de frère qui devait faire son service, etc. J'avais des cousins, mais qui étaient beaucoup plus âgés, qui avaient fini leur service militaire d'ailleurs. Là, alors quand on est parti, comme tout le monde, sur les routes, bon, il y a un tas de détails. Bon, on a pu s'arrêter à certains endroits, chez mon oncle et ma tante, pas loin de Blois, etc. Toute la famille s'est retrouvée là, parce que c'était au milieu de nulle part dans la forêt. Mais moi, j'avais un sentiment de honte, mais de honte profonde, de sentir que l'armée française était rien par rapport à l'armée allemande, quoi. De se faire bousculer comme ça et de voir tous les gens qui s'en allaient. Le pire que j'ai vu, parce que quand même j'avais 15 ans, donc c'était les paysans qui quittaient leur ferme, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça, même laissant leurs vaches qui traillaient tous les jours pour avoir du lait, laissant les vaches dans les prés, parce que c'était au mois de mai 40. Et ces bêtes hurlaient, parce qu'il n'y avait personne pour les téter, elles n'avaient pas leur veau, elles n'avaient rien du tout. Et donc ça beuglait, ça beuglait, ça beuglait. Et toutes les routes étaient bourrées. Et les paysans, ils étaient partis avec leurs chevaux et leurs carrioles. Hein. Donc les routes étaient encombrées comme tout. Et nous, on était partis à 2 voitures. Alors il y avait mon père qui conduisait l'un, une de mes grands-mères qui avait un chauffeur par l'usine de son mari, enfin bon bref, qui avait une autre voiture. On était à deux voitures. Et puis on était sur des routes qui étaient encombrées par tous les gens qui foutaient le camp. On disait, il faut traverser la Loire. Quand on aura traversé la Loire, les Allemands ne traverseront pas la Loire. L'armée française se mettra sur la Loire et les empêchera de passer. Donc tout le monde foutait le camp pour aller dans le sud. C'est-à-dire que c'était la recommandation alors, j'avais mon oncle et ma tante qui avaient leur grande propriété qui était au milieu de nulle part d'ailleurs, entre champs et forêt, et chez qui on s'était retrouvés. Donc il y avait ma grand-mère maternelle qui était avec nous, mon père et ma mère, et ma grand-mère paternelle qui était avec sa fille, là, enfin bon bref. Donc on s'était tous retrouvés dans la propriété de mon oncle et ma tante, et mon oncle connaissait très bien la ville qui était à côté, c'était Blois. Et mon oncle connaissait très bien le préfet qui était à Blois. Et je me souviens, on s'était dit, on va aller là, ça s'appelait la Cossonnière,
C'était vraiment... on y chassait, on y faisait un tas de choses. Il y avait une ferme, il y avait... Enfin bon, bref. On pouvait rester là tranquille, et il y avait un très grand potager, il y avait des fruits, il y avait un tas de choses. Enfin bon, bref. On était là. Et mon oncle a reçu un jour, on n'est pas resté très longtemps, même pas une semaine, et mon oncle a reçu un coup de téléphone du préfet, qu'il connaissait, donc de Blois, qui lui disait « Je vous préviens que les Allemands arrivent et l'ordre est de s'en aller, surtout de ne pas rester. » Et on est parti. Il fallait traverser la Loire, parce que, à ce moment-là, les Italiens s'étaient joints aux Allemands et avaient donc déclaré la guerre à la France. Et les Allemands, qui étaient beaucoup plus forts que les Italiens et qui les méprisaient totalement, leur avaient donné l'ordre à l'armée italienne pour se joindre. Eux, ils envahissaient la France et les Italiens ont eu ordre de bombarder tous les ponts de la Loire, de façon à ce que tous les gens qui arrivaient puissent pas traverser la Loire. Alors on est arrivés, nous, en voiture. On avait 2 voitures. Il y avait le chauffeur de ma grand-mère qui était avec sa femme et sa fille dans une voiture. Et puis il y avait l'autre voiture où il y avait mon autre grand-mère, mon père, ma mère et ma sœur. Et on avait mis des matelas sur le toit pour éviter les bombardements, enfin les mitrailleuses. Et donc il fallait traverser la Loire, donc on est parti de chez mon oncle, où on était très très bien, tranquille et peinard. On est parti, pour se partir, on ne savait pas où aller, parce qu'on n'avait pas d'amis, enfin les parents n'avaient pas d'amis qui étaient dans la zone sud. Mais ma mère avait l'habitude de faire broder ses draps, parce que les draps étaient blancs et brodés, et donc dans un couvent qui se trouvait dans les Charentes, un truc comme ça. Je ne sais pas très bien. Et elle a dit, on pourrait aller là, je suis sûre qu'ils nous prêteront une place pour mettre le matelas et faire au moins allonger ma grand-mère qui boitait parce qu'elle avait de l'arthrose aux hanches. Et là où on traversait la Loire, il y avait un château, pas les grands châteaux de la Loire, un plus petit château dont l'occupant, enfin le propriétaire, était un ami de mon oncle. Et mon oncle nous avait dit, de toute façon, si vous arrivez à prendre le pont de je sais plus quoi, de l'autre côté, vous trouverez facilement le château de machin truc, et vous verrez mon ami qui s'appelle monsieur, madame, machin. Donc c'est ce qu'on fait. On arrive près du pont, il y avait une telle queue qu'on s'est dit, on ne pourra pas passer avant la nuit. Et donc, on s'est garé sur une route le long de la Loire. Avant de passer le pont, on s'est dit demain, on verra, ou peut-être très tôt le matin, on pourra peut-être passer. Donc, on a passé la nuit là. Et c'est là où les Italiens sont venus bombarder les ponts. Donc on a subi, nous on n'a pas reçu de balles, mais c'était tout à côté au pont, à côté, etc. Ça, on a passé une nuit délicieuse. Tous les ponts de Loire ont été abîmés. On a pu passer quand même, nous, avant, parce que c'était la première fois, mais après, c'était fini. Parce que les ponts ont été tous abîmés, même les vieux ponts. Voilà, c'était comme ça. Et puis après, on a vu ce qu'était l'arme humaine. On est arrivé à ce fameux château. On a vu qu'il y avait la châtelaine, ou je sais pas, on connaissait personne, qui a vu nos voitures arriver et qui sortait
d'un potager qui était magnifique, avec des corbeilles de fraises. Ça semblait miraculeux. Mais quand elle nous a vus, elle s'est mise à courir pour rentrer chez elle, dans notre château. Et alors mon père est allé voir le châtelain pour dire qu'il était un ami de son ami. Et il a dit, oh, mais il n'est pas hors de question, on peut loger personne, alors qu'ils avaient, je ne sais pas, au moins 6 chambres vides. Enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, mais ils ont dit niet. Niet, mais même pas pour faire descendre ma grand-mère, rien. Et puis alors, on s'était rendu compte qu'il y avait des jeunes militaires, des Français bien sûr, des jeunes militaires, qui étaient dans une partie du château, dans des pièces qui étaient en bas, enfin, et qui sont venus nous voir, et qui nous ont dit qu'est-ce qui se passe. Alors on leur a expliqué qu'on s'était fait... Enfin, il n'y avait aucune proposition de rien du tout. Et ils ont dit, ah mais attendez, c'est que nous, ils étaient là, ils étaient venus avec je sais pas, des documents de l'armée et des documents du gouvernement. Et donc ils avaient réquisitionné des pièces de château qui étaient vides. Et donc ils nous ont dit, vous allez pouvoir mettre vos matelas et puis que madame puisse coucher, etc. Avec une gentillesse formidable, ce qu'on a fait. Puis le lendemain, on est reparti, toujours en allant vers les Charentes où on pensait aller au... Mais tout ça avec des routes bourrées partout, bourrées. Et alors on est parti vers les Charentes. On ne savait pas trop où on allait, on ne connaissait personne là-dedans. Et puis, à un moment donné, donc on avait 2 voitures avec des matelas sur le dessus, et puis on avait des bagages quand même. On était 9 personnes, 9 ou 10 personnes. Je ne me souviens plus très bien. Donc, en roulant, on passe un village, et puis, je ne sais pas, mon père nous dit, écoutez, je vais m'arrêter là pour demander, notre idée c'était de demander au curé si vous pouvez nous passer une pièce où on mette le matelas pour mettre ma grand-mère, toujours pareil, etc. Et alors, on demande à des gens qui étaient du village, qui nous disent, oh non, 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 n'allez pas voir le curé, parce qu'il y a eu, au début de la guerre, on a eu dans le village toute une série de gens qui sont venus de l'Est de la France, qui commençaient à être envahis par les Allemands. Et alors, non, non, n'allez pas trouver le curé, il n'est pas d'ici, et non, allez plutôt voir monsieur le maire. Donc on s'arrête devant la mairie, et puis mon père descend, et puis va voir si vous pouvez voir le maire. Et tout d'un coup, on voit sortir de la mairie mon père et un monsieur très, très gentleman farmer avec les culottes de cheval, etc. Enfin bon, des bottes et tout. Assez jeune quand même, ou jeune enfin. Et donc qui vient et qui nous regarde, enfin comme ça, monsieur regarde, et nous dit, écoutez, vous allez sortir vous allez, dit à mon père, vous allez sortir du village, vous allez prendre la première rue à gauche, à droite, je ne me souviens plus très bien, et puis vous allez descendre, ça va descendre un peu, et vous arrivez devant un portail. Vous vous arrêterez et vous rentrerez, c'est chez moi. Il nous a envoyés chez lui. Alors il avait une très grande propriété, une très grande maison, pas un château, hein, une grande maison avec des étages, il y avait 3 étages, je crois. Vraiment une grande maison. Et puis lui est arrivé à ce moment-là, il y avait sa femme, et ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille, de l'âge de ma sœur et moi. Et donc, ils nous disent, eh bien écoutez, vous allez pouvoir rester là. Et ils discutent avec mon père et il dit, vous savez, les nouvelles que j'ai sont mauvaises, les Allemands arrivent,
et vous allez continuer comme ça, restez là, enfin, pour le moment. Je peux vous loger, je vous donne tout mon deuxième étage. Donc on a pris le deuxième étage de cette maison, qui était pas du tout un château, hein, une maison, une grosse maison bourgeoise, quoi, avec des étages qui étaient grandes. Et il y avait au moins 5 pièces par étage, au moins 3 chambres, au moins. Donc on s'est divisé, et puis il y avait le chauffeur de ma grand-mère, sa femme, sa fille, il y avait la seconde voiture, donc ils sont montés, tout le monde est monté au deuxième étage, et là, il y a l'armée française qui continuait à s'en aller, à partir. Alors là, on a vu des spectacles extraordinaires, et c'est là où on a pu avoir ce qui restait du régiment de chars du général de Gaulle, qui était déjà parti en Angleterre, là. En fait du colonel de Gaulle, parce qu'à l'époque il était colonel, et donc des officiers qui étaient crottés comme pas du tout officiers comme on avait vu avant. Avant, il y avait un autre régiment qui était passé et qui était venu aussi la même chose se restaurer dans cette maison-là, la maison du maire. Il couchait, etc. Et j'avais vu un colonel. Moi, j'étais tout le temps révolté, alors je fouillais partout pour regarder ce qui se passait. Et donc, j'avais vu ce colonel qui avait son aide militaire exiger d'avoir une table avec une nappe pour manger son rata, et qui avait exigé d'avoir un pot de fleurs sur sa table, etc. Enfin, un espèce de scrogneux ridicule qui était colonel ou je sais pas quoi. Et donc, je me suis dit, c'est pas avec des gens comme ça que l'armée française va pouvoir tenir le coup. Et puis est arrivé un restant régiment de chars qui était le régiment de Gaulle. Et puis la France reculait avec toujours les carcasses de leurs chars abîmés. Jamais ils ont laissé quelque chose derrière eux. Ils emmenaient ça dans des camions et ils sont arrivés dans cette maison-là pour se faire héberger. 3 ou 4, je crois, officiers qui étaient habillés, alors là, crottés de la tête aux pieds, et donc comme des combattants qui étaient, enfin bon, bref. Et c'est eux qui nous ont dit, notre général notre colonel est parti, il est en Angleterre, et on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on ait plus de chars, et on va aller vers Bordeaux pour aller le rejoindre en Angleterre. Alors on était étonnés parce qu'on ne connaissait rien, nous. On n'avait pas du tout d'attache militaire. Donc on ne savait pas que le colonel de Gaulle avait été ministre de la Défense, ou je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Et donc on ne savait pas ça du tout. Et donc un soir, ils nous disent, ça a duré 4-5 jours, hein, à peine, et ils nous disent, le monsieur, enfin le propriétaire avait une radio qui marchait, et donc ils ont dit venez, parce qu'on a peut-être la chance de pouvoir entendre De Gaulle. Alors donc on était tous, je me souviens, dans une pièce, vers, je sais pas, il faisait presque nuit, on était tous autour de cet appareil qui marchait très bien, et ils ont réussi à avoir les ondes de Londres, ou je ne sais pas d'où c'était, de l'Angleterre en tous les cas. Donc nous on découvre ça, parce qu'on ne savait pas, et on a entendu le discours de De Gaulle. C'est rarissime, hein.
Je revois ça comme si j'y étais. Il y avait une fenêtre et il y avait à côté un appareil, mais qui était des appareils assez grands. Hein. C'était les radios de l'époque, c'était pas des miniatures. Et donc on était là et on s'est tous assis par terre autour, je me souviens. Et puis tout d'un coup, on a entendu De Gaulle, le vrai discours, pas la réédition, le vrai discours. Et quand j'ai entendu ça, moi, je me suis mis à respirer en me disant enfin, 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 je peux être fière d'être française. Parce que vraiment, c'était une telle débâcle que enfin, bon, j'avais pas de militaire dans ma famille, mais vraiment, c'était une honte, une honte. Bon, bref, ça n'avait pas d'importance. Donc, ils nous expliquent ça, et ils nous disent, écoutez, on n'en peut plus, on a le train qui passe, le train passait, avec leurs chars qui étaient abîmés, mais ils les laissaient pas aux mains des Allemands. Donc les Allemands les poursuivaient. Donc, pendant qu'ils étaient là, ils sont restés, je crois, 3 nuits ou pas plus que ça. Et le lendemain matin, il y avait des affiches dans tout le village qui avaient été posées par des Allemands, des motocyclistes allemands, militaires, qui étaient venus poser les affiches en français pour dire qu'ils arrivaient, mais qu'il ne fallait pas s'affoler, que c'était des troupes très bien élevées. Enfin, bon, et ils nous ont dit, vous voyez, bon, nous, on file pour pouvoir s'arrêter à un endroit où on va faire une bagarre. Bon, ils sont beaucoup plus forts que nous, donc ils savaient que... Bon. Donc ils sont partis, et le soir même, les Allemands arrivaient. Alors donc là, ça a été autre chose, parce que ils ne sont pas venus dans la maison où on était. Mais on était conviés, et surtout que c'était la maison du maire, donc on avait les affiches, et on était conviés à aller, c'était un matin, vers midi, un truc comme ça, dans le village. Il y avait une place dans le village, qui était assez grand quand même. Ça s'appelait Bourrès. C'était pas loin d'Angers. Et il y avait toute une place avec les chars allemands, impeccablement, presque cirés, et qui étaient tous comme ça, mais vraiment, ils avaient l'air d'être tout neufs. Et debout devant les chars, les deux conducteurs, ou les deux, enfin voilà, impeccablement, dans un uniforme impeccable, tout ça, c'était merveilleux, impressionnant. Des beaux gars, en plus. Nous, avec ma sœur, on a regardé ça. Les parents ont dit, les filles, chut, à la maison, et vous n'ouvrez pas les fenêtres. Bon, parce qu'il y avait la fille de la maison aussi, on était 3 filles. Donc on est resté là. Et puis le propriétaire nous a dit, qu'est-ce que vous voulez repartir encore? Où aller? C'est pas possible. Donc restez là, et puis on verra bien ce qui se passera. Donc on est resté là, et les Allemands ne sont pas venus occuper la maison, du tout. Du tout, du tout. Donc on les voyait circuler, et partir faire la guerre, etc. Ça sans arrêt. On ne sortait pas. Il y avait d'ailleurs un grand jardin, il y avait un potager, il y avait des fruits. On mangeait avec les propriétaires qui étaient là, qui étaient vraiment des gens extraordinaires. Parce qu'ils nous ont accueillis d'une façon formidable. Et puis tout d'un coup, toute la France, il y a eu ça s'était terminé, il y a eu le cher Pétain, Pétain, qui a signé la fin de la guerre avec les Allemands. Donc ça s'est terminé, la France était occupée. Et nous, on était de l'autre côté de la Loire. Donc pas occupés.
C'était la partie qui n'était pas occupée. Et alors, mon père se renseignait pour savoir ce qu'était devenu son usine et qu'est-ce qu'il fallait faire, etc., etc. Donc, il s'est renseigné pendant un bout de temps. Il a réussi à voir les préfets qui étaient quand même encore là et qui ont dit, eh bien, écoutez, le mieux pour ceux qui ont du travail, c'est de rentrer chez eux, chez vous. Vous n'allez pas rester là. Ben non, parce qu'on disait quand même, les gens sont bien gentils, mais on est chez eux, on mange chez eux, etc. Et puis, il n'y avait plus rien à manger, plus rien dans les boutiques, plus rien. Donc ça commençait à devenir difficile. Et alors mon père nous a dit, bah, écoutez, on va repartir, les voitures marchent, on va repartir sur la partie non occupée. Puis on a fini par retrouver mon oncle et ma tante dans leur grande maison. Et puis là, mon père, parce que c'était à côté de Blois, et il y avait une usine. Mon père avait une usine héritée de son père, avec son beau-frère. Et donc il y avait une petite usine à Blois, une petite usine à Paris. Les bureaux étaient à Paris, rue de Lyon. Et donc finalement, on est rentré et on est allé à Bougival, qui est en banlieue ici, enfin à Bougival, où il y avait la maison de mes grands-mères. Et on est arrivé, et c'est occupé par les Allemands.